l'an dernier, dans le cadre du Printemps de l'Industrie, je suis venu faire une rencontre pour évoquer l'histoire industrielle de la Maison Saint-Frère. Et puis, bon, l'exercice est toujours périlleux, ce sera encore le cas ce soir. Il y a 1 heure. Donc, raconter un empire industriel comme celui de Saint-Frère en évoquant à la fois l'histoire industrielle, mais aussi cette saga familiale qui a quand même géré pendant 1 siècle et demi l'entreprise, et évoquer aussi la question de leurs œuvres sociales qu'on rattache au patronage industriel, c'était en effet un défi. Donc, à l'issue de cette première rencontre, qui avait été essentiellement consacrée aux 2 premiers aspects, des personnes m'avaient dit « c'est un peu dommage, on aurait bien aimé que vous développiez un peu plus l'aspect patronage industriel ». Donc, comme ça, bon, je me suis néanmoins senti engagé, mais j'avais promis de revenir en disant bah, « écoutez, dans le cadre du Printemps de l'Industrie, l'an prochain, je me propose à ce moment-là de concentrer l'intervention sur cet aspect-là ». Et j'ai déjà eu l'occasion de dire à certains et certaines d'entre vous qui sont venus faire des visites de ce patrimoine dans la vallée de la Nièvre, que presque toujours, sinon toujours, je n'ai jamais fait une demande, je n'ai jamais fait, pardon, une visite de ce patrimoine sans qu'au bout d'un moment, on me dise « Ah, ça nous fait penser au familista Gaudin de Guise ». À tel point que j'anticipe maintenant, mais presque toujours, hein, peut-être pas les jeunes qui n'ont pas les références, mais en tout cas les adultes me disent ben voilà, il y a un parallèle avec Gaudin au familista de Guise. Or, il y a des ressemblances, il y a aussi de profondes différences. Donc, très honnêtement, je connais quand même moins le familista Gaudin de Guise. En tout cas, j'en connais l'essentiel, donc il pourra y avoir quand même un échange par rapport à ces 2 systèmes de gouvernance sociale qui ont été mis au XIXe siècle. Je connais mieux, pour y travailler depuis longtemps, et la Maison Saint-Frère et la question du paternalisme chrétien, bien que les industriels n'ont jamais utilisé le terme. On parlait de patronage industriel, on va y revenir. Mais en tout cas, je sais suffisamment de Gaudin, en tout cas l'essentiel, probablement comme certaines d'entre vous qui ont déjà eu l'occasion de visiter les lieux à Guise, pour pouvoir me permettre ce soir de montrer à la fois ce qui les rassemble peut-être et ce qui les distingue. Au XIXe siècle, le traitement de la question sociale est récurrent dans toutes les sphères politiques, économiques, philosophiques, religieuses et même littéraires. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans cette rencontre de ce soir, c'est qu'à la fois on évoque le XIXe siècle, qui nous paraît lointain. Ce qui est nécessaire aussi, c'est de mettre à distance, y compris les discours de l'époque, d'objectiver, de peut-être faire fi de ces jugements de valeur, donc de faire un travail, je vous dis, de mise à distance. Mais d'un autre côté, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un peu une récurrence dans à la fois le traitement de la question sociale et les positionnements que l'on trouve encore à notre époque sur les théories économiques, par exemple. Donc à la fois, il s'agit du 19e, on est peut-être contraint, je vous dis, de prendre un petit peu de recul par rapport à cette époque, mais en même temps, je trouve qu'il y a pas mal de résonance avec notre époque. Qu'en est-il au 19e? Il va y avoir ce qu'on a appelé communément la révolution industrielle. Pas certain que ce soit le terme toujours le plus approprié, mais en tout cas, on a tous retenu, pour l'avoir tous étudié en cours d'histoire, que la révolution industrielle française avait suivi la révolution industrielle anglaise. Et que cette révolution industrielle va générer des modes de rapport au travail totalement différents et va générer aussi, en particulier, une condition assez, au départ, précaire, sinon misérable, pour les ouvriers qui vont se trouver passer d'un mode de vie rural, qui constituait quand même l'essentiel pour la première moitié du XIXe siècle, à un mode de vie industriel, avec des concentrations sur certains lieux, avec aussi la velléité pour les logeurs de profiter de la situation, comme les commerçants. Donc, je vous ai dit à l'instant,
toutes les sphères, qu'elles soient politiques, économiques, religieuses, philosophiques, littéraires, vont essayer de réfléchir au traitement de cette fameuse question sociale. Alors, les théories économiques de l'époque, quelles sont-elles? Et c'est là où je trouve qu'il y a de la résonance avec notre époque. Déjà, on trouve les idées libérales. C'est un Écossais dont le nom vous est peut-être connu, qui s'appelle Adam Smith. D'ailleurs, c'est un petit clin d'œil à l'histoire, puisqu'en fait, le développement du jute dans notre département et en France, puisque pour l'essentiel, l'histoire jutière va se dérouler dans le département de la Somme, ben, l'histoire du jute, elle vient d'Écosse, puisque ce sont les Anglais, en particulier dans une ville d'Écosse qui s'appelle Dundee, qui vont les premiers, parce que les Indes étaient colonies britanniques et qu'on exploitait le jute là-bas, vont travailler cette nouvelle fibre végétale pour faire de la toile d'emballage. Donc là, je disais à l'instant, c'est un autre Écossais qui va être à l'origine de ces théories libérales qui prônent la loi de l'offre, la loi du marché, de l'offre et de la demande. On ne se soucie pas de l'environnement social. On pense que tout ça va se réguler naturellement et on fait jouer le marché, parce qu'on fait jouer l'offre et la demande. Alors, il y a ces théories économiques dès le 19e. À l'opposé, il y a les théories qu'on va appeler révolutionnaires, guédistes, marxistes. Et entre les deux, on a tout un corpus d'idées, de philosophie sociale, qui vont se développer. Et finalement, ce qui peut réunir ou rassembler ce qui va se passer chez nous ou d'autres entreprises, comme les Schneider, par exemple, que je citais tout à l'heure, et ce qui va se passer chez Godin à Guise, c'est aussi une tentative de réconcilier le capital et le travail. C'est tout un corpus de réformateurs qui vont se situer, les uns comme les autres entre les idées libérales d'une part, le libéralisme dont on comprend déjà à l'époque les problèmes que cela peut créer au niveau de la condition des gens qui travaillent, et des idées révolutionnaires. Donc ce sont des tentatives à des degrés divers qui veulent associer le capital et le travail. Ou en tout cas, essayer d'apporter une amélioration au bien-être de leurs ouvriers. Mais on va voir quand même les distinctions. Parce qu'on ne peut pas dire que chez Saint-Frère, il y ait une volonté très forte d'associer le capital et le travail. On n'est pas dans la même disposition d'esprit que Godin qui va créer en 1880 une société des actionnaires dans laquelle les ouvriers vont se retrouver partager les fruits du capital. Mais néanmoins, il y a une volonté manifeste de se poser le traitement de cette question sociale et d'apporter des éléments permettant d'améliorer le bien-être de leurs ouvriers, à défaut de les faire participer aux fruits du capital. Donc, on a, contrairement à l'idée reçue, et que la famille, quelquefois, se complaisait à faire croire, je dirais, aux gens de la vallée, en considérant que c'était un cas unique qui était dû à leur prescience, à leur esprit de bienfaisance. Je pense que vous le savez, on a d'ailleurs cité un exemple fort connu qui est l'exemple de Schneider au Creusot. En fait, ça n'est pas un cas unique. Évidemment, comme ça nous touche de plus près, on pourrait considérer légitimement que c'est quelque chose d'exceptionnel. En fait, ce courant du patronage industriel, puisque les industriels ont toujours défini cette action sociale comme étant une action de patronage, à ne pas prendre au sens classique du patronage tel qu'on a l'habitude de l'entendre. Ils n'ont jamais utilisé le terme de paternalisme. Il semblerait d'ailleurs que le mot soit venu des États-Unis autour des années 1880-90. Mais on a retenu plus communément ce terme, avec toute la connotation péjorative que l'on sait, puisque j'indique souvent, c'est tombé dans le langage commun, puisqu'on dit d'une personne qu'il ou elle a une attitude paternaliste. Mais eux n'ont jamais utilisé ce terme, c'est passé comme ça, au fil des ans, un peu dans le langage courant. Et
ce mode de paternalisme a été rattaché plus précisément au catholicisme social. Mais ce n'est pas complètement juste. Moi, je préfère qu'on utilise le terme de christianisme social, parce que les protestants ont été assez actifs aussi dans ce domaine, et à certains moments, ils ont même été plutôt précurseurs. C'est un mouvement qui est venu de l'Est de la France, en particulier sur Mulhouse, et qui a gagné le nord de la France. Donc, il faut peut-être mieux parler de christianisme social, qui peut englober à la fois l'intervention des protestants et des catholiques. Donc, je disais à l'instant, les théories économiques libérales, révolutionnaires, et entre les deux, un certain nombre de philosophies, de corpus d'idées qui veulent se situer entre les deux. Alors, on va trouver soit le saint-simonisme, Saint-Simon qui veut un parti d'industriels. On est déjà plus ou moins aussi dans une pensée utopique. Il y a le solidarisme de Léon Bourgeois qui, sur le plan politique, va jouer un rôle important. On a aussi les utopistes, on va en reparler, Fourier, Proudhon, enfin Gaudin s'inspirera quand même beaucoup plus de Fourier et encore en partie. Et on a ce qu'on a l'habitude d'indiquer comme étant les catholiques sociaux, mais je vous dis, il ne faut pas oublier les protestants. Donc on a en fait tout ce bouillonnement d'idées, de philosophies qui veulent être réformatrices et se situer entre des courants opposés que sont les libéraux et les révolutionnaires. En ce qui concerne ceux qui vont participer de l'implantation du patronage, je pense qu'on peut quand même dire que c'est le courant le plus conservateur, à la fois protectionniste d'un point de vue économique et conservateur sur le plan des idées. Mais là aussi, si on ne veut pas trop synthétiser, bien que le temps nous soit court ce soir, et tomber dans le manichéisme, voire la caricature, il faut indiquer que ces catholiques sociaux, ça n'est pas un bloc unifié. Il y a plusieurs branches. On a quand même, d'un point de vue historique, reconnu un peu par tous, une branche plus conservatrice, plus autoritaire, et en même temps, je vous disais, plus protectionniste sur le plan économique, qui va concourir à cette forme d'installation du patronage. Mais on a aussi des libéraux au sein des catholiques, comme Lamennais, comme Lacordaire, et on a, alors là je vous dis, on reprend des critères de notre époque, et on risque peut-être d'aller un peu trop rapidement ça mériterait probablement plus de nuances et plus de développement. On a des catholiques qu'on qualifiera plus tard de progressistes, et qui vont se retrouver au sein de Marc Sangnier dans le sillon, ou qui vont être à l'origine de la création de la CFTC. Donc, quand on parle de catholiques sociaux, ça n'est pas un corps unifié. Il y a plusieurs courants aussi à travers cette branche-là. Donc voilà. Alors, on a parlé des théories économiques. Pour montrer que ça n'est pas un mouvement qui a éclos comme ça et de surcroît sur un seul endroit comme le nôtre, c'est un mouvement réfléchi, structuré, organisé et même théorisé. Le grand théoricien du patronage en France, jouant d'ailleurs un rôle très influent, c'est Frédéric Leplay. Frédéric Leplay, un Normand, sorti de l'école des mines, ingénieur des mines, rôle influent parce qu'il sera conseiller auprès de Napoléon III, et ce sera le premier commissaire des expositions universelles qui vont se tenir à Paris. Vous savez que, bon, après l'exposition universelle de 1851 à Londres, à l'initiative de l'époux de la reine Victoria, se sont tenues à Paris au moins 5 expositions universelles, 1855, 1867, 1878, 1889 et 1900. Et ces expositions universelles vont jouer un rôle extrêmement important dans l'échange d'idées. Donc si je disais tout à l'heure, on n'a pas d'éléments suffisamment explicite nous permettant de dire que les frères saints ont puisé leur inspiration dans tel ou tel courant de pensée, on sait qu'il y avait un contexte général qui s'y prêtait et que les expositions universelles auxquelles ils ont participé, très souvent d'ailleurs médaillés, ont pu concourir à échanger des idées et à s'inspirer de ce qu'ils voyaient. Donc, on a ce Frédéric Leplay
dont je vous ai dit à l'instant qu'il avait joué un rôle extrêmement influent auprès de Napoléon III, qui sera le grand théoricien du patronage, qui aura une formation de sociologue. Il va même se constituer après lui une école leplésienne. Il aura fait, lui, des monographies sur les ouvriers européens. Et Frédéric Leplé est celui qui va énormément influencer un certain nombre d'industriels, de parlementaires, dans la mise en place de ce patronage. Voilà une première figure. Deuxième figure extrêmement importante, c'est par exemple un industriel qui est l'archétype de l'industriel paternaliste, si on retient cette expression. C'est un industriel de la région de Reims qui s'appelle Léon Harmel, extrêmement influent aussi, puisqu'il va jouer un rôle déterminant auprès du pape Léon XIII. Et c'est vraiment l'archétype de l'industriel paternaliste. Il crée à proximité de Reims, c'est une industrie textile également, ce qu'il appelle sa communauté chrétienne du Val-des-Bois. Et il faut savoir, et ça c'est peut-être un point d'histoire que moi-même j'ai pu, en travaillant sur le sujet, découvrir, c'est que c'est ce courant de pensée qui sera quand même, à la fin du XIXe, à l'origine des premières grandes lois sociales. Courant de pensée qui, quelquefois, était, en tout cas pour les relais parlementaires, plutôt monarchiste, plutôt légitimiste, plutôt corporatiste. Ils sont quand même à l'origine des premières grandes lois sociales. Et donc, Léon Harmel, qui par exemple va emmener en 1889, au moment du centenaire de la Révolution française et de l'exposition universelle de Paris qui se tient à cette époque, il va emmener 10 000 ouvriers à Rome. Donc il va avoir un rôle d'influence aussi auprès du pape Léon XIII. Et c'est probablement à travers ces réalisations que Léon XIII aura l'occasion, 2 ans après, de publier une encyclique qui fait date, là aussi, sur le traitement de la question sociale, que vous connaissez sans doute, qui est Rerum Novarum. On en reparlera. Donc, j'indiquais à l'instant qu'on a eu un grand théoricien du patronage qui s'appelait Frédéric Leplé, et on a un industriel qui a mis en pratique, parmi les premiers, les concepts imaginés par Frédéric Leplé, entre autres, le concept d'école ménagère. Je ne reviens pas sur les photos qu'on vous a passées tout à l'heure, mais on a vu que dans le premier château qui avait été construit par la famille Saint, on avait décidé en 1935, au rez-de-chaussée, de construire une école ménagère. Et l'école ménagère, c'est vraiment bien quelque chose d'inventé par ce courant de pensée, et dont Harmel a été le premier à concrétiser cela dans sa communauté chrétienne du Val-des-Bois. En fait, ce que l'on souhaite chez les jeunes filles, c'est qu'elles soient les relais de ce que l'on désire au sein de l'entreprise, c'est-à-dire une bonne économie domestique, d'être vigilant sur les conditions d'hygiène, de moralité. Ça me permet d'emblée de dire que, eu égard à leurs convictions religieuses, il est certain que toutes ces œuvres sociales ont eu pour intérêt d'apporter une amélioration dans la condition, dans le bien-être des gens qui travaillaient chez eux. Mais au XIXe, pour ça je vous dis, mettez un peu à distance, parce que là il s'agit de 2 siècles en arrière, au XIXe, il s'agit pour beaucoup, si vous voulez, de moraliser, d'éduquer, d'encadrer une population. Ce qui me permet de faire la transition, j'ai évoqué les théories économiques. Les premières réponses, justement, à cette question sociale qu'on trouve extrêmement préoccupante, c'est d'abord, alors là c'est très loin, c'est encore plus loin que le Second Empire, c'est déjà sous la monarchie de Juillet, c'est la compassion. Quand on se rend compte que les gens vivent dans des conditions misérables, par exemple dans des caves comme à Lille, Victor Hugo au Parlement fera d'ailleurs une interpellation en parlant des caves de Lille, c'est même l'objet d'un poème. Et la première réponse, c'est de l'ordre de la charité, de la compassion. Se crée d'ailleurs une société d'économie charitable simultanément à la société Saint-Vincent de Paul. Donc la première réponse qu'on fait à la condition misérable des gens qui travaillent dans les fabriques, c'est de l'ordre de la charité. Mais assez rapidement, on bascule, on passe d'une réponse par la compassion à la philanthropie. Et là, la philanthropie va nous montrer que pour la première fois, on passe
de l'économique à la morale, ou pour être plus précis, on vient greffer la morale sur l'économique. Et c'est justement tout ce courant philanthropique qui va être à l'œuvre pour la mise en pratique de ce qu'on a appelé communément le patronage. Et là, on pense à la fois qu'il faut éduquer, mais aussi moraliser. En fait, les fléaux de l'époque, tels qu'on les considère, c'est d'une part l'alcoolisme, donc il faut lutter contre l'alcoolisme, mais en même temps, c'est ces ouvriers qui font beaucoup d'enfants. D'où les thèses que vous connaissez, Malthus, le malthusianisme. Donc, d'autre part, on considère que s'ils sont dans la misère, c'est pour beaucoup dur à leur imprévoyance. Donc, on n'est plus dans la réponse de la compassion. On est dans la réponse de la philanthropie, c'est-à-dire que notre rôle en tant qu'industriel, c'est aussi d'éduquer, de moraliser, d'essayer d'apporter des réponses quant à l'hygiène, etc. D'où un certain nombre de thèses qui vont se cristalliser autour de personnalités comme le docteur Villermé, comme Malthus, etc. On va ne pas aller plus loin pour l'instant. Donc, revenons un petit peu en arrière pour citer encore, alors j'espère que je n'ai pas fait attention à l'heure. Je vais essayer d'être rapide. Donc, on a une troisième personnalité importante. Je l'évoque à l'instant, c'est le pape Léon XIII, qui, sous l'influence justement de ce qu'avait réalisé Léon Harmel, va publier en 1891 une encyclique qui s'appelle Rerum Novarum et qui est une véritable injonction à faire des œuvres sociales. Il prend bien conscience qu'il commence à y avoir des antagonismes entre deux classes sociales et que cette encyclique a pour but de réconcilier tout ça. Il faut associer le capital et le travail, ou sinon au moins apporter les conditions d'une amélioration des conditions de vie des gens qui travaillent. Donc là, c'est une injonction qui vient du plus haut des autorités religieuses et qui émane de ce pape. Il y aura d'ailleurs un prolongement 40 ans après dans une autre encyclique. Voilà une troisième personnalité. Au niveau de l'école leplésienne que j'évoquais tout à l'heure, on aura aussi quelqu'un d'important, c'est Émile Chesson, qui a d'abord commencé sa carrière, il sortait aussi de l'école des mines, comme ingénieur chez Schneider, au Creusot, et qui va se retrouver en charge du musée social. En effet, après l'exposition universelle de 1889, qui avait été extrêmement importante, et au cours de laquelle on avait réservé plus de 6000 mètres carrés au Trocadéro pour montrer les réalisations sociales des industriels, il va être décidé de créer de manière pérenne, et il existe toujours, un musée social à Paris. Ce musée est les rues Lascaz, si un jour vous avez la curiosité d'aller voir. Donc c'est d'ailleurs le comte de Chambrun qui était propriétaire des cristalleries de Baccarat qui va financer tout ça. Et c'est Émile Chesson, donc ancien directeur chez Schneider, qui va être directeur de ce musée social. Émile Chesson, c'est celui qui va vraiment aller jusqu'au bout du raisonnement et rationaliser tout le processus. C'est-à-dire qu'il va montrer qu'il faut réfléchir non seulement en termes d'utilité économique, mais d'utilité sociale. Je vais essayer d'être concret. Il veut montrer qu'en fait, si on se soucie, il s'adresse aux industriels, de l'environnement social, on ne peut qu'améliorer la productivité au sein de l'entreprise. Si on crée les conditions pour que les gens travaillent dans un environnement où le bien-être a été pris en compte, ils seront plus efficaces sur le lieu de travail. Donc c'est pour ça que j'évoque le terme de rationalisation, c'est une rationalisation sociale au service d'une rationalisation économique. Voilà, je ne peux pas développer plus parce que c'est vrai que le temps est court. On aura une autre personnalité, la cinquième, qui sera extrêmement importante, qui est un noble, c'est le comte Albert Demain, grand parlementaire, puisqu'on va dire de lui que les principaux orateurs au Parlement à la fin du 19e, c'était Jaurès et c'était Albert Demain. Et Albert Demain, monarchiste, légitimiste, sera celui qui sera à l'origine des premières grandes lois sur la réduction du temps de travail, sur le travail des enfants, etc., etc. Et c'est vrai que dans ce domaine, ils ont été souvent les précurseurs en termes de protection sociale. Par exemple, pour revenir aux Frères Saints, ils avaient créé dès 1860 une caisse de secours, dès 1888 une caisse
d'accidents du travail et de retraite. Donc vous remarquerez, en ce qui concerne les accidents du travail, c'était 10 ans avant la loi, puisque la loi date de 1898, et en ce qui concerne les retraites, c'était 22 ans avant la loi, puisque la date de cette loi, c'est 1910. Donc ils ont été dans un certain domaine précurseur. Voilà, je crois que pour l'instant, ce qui nous permet de montrer qu'on n'est pas là dans la vallée de la Nièvre sur un cas unique et exemplaire, ça l'est d'une certaine manière quand on veut montrer ce qu'a été la philosophie du patronage, c'est que c'était vraiment un mouvement réfléchi, structuré, organisé et théorisé. On a parlé du théoricien du patronage, Frédéric Leplay, on a parlé de Léon Harmel qui a mis en pratique tout ça en créant par exemple un conseil d'usine. On remettait un livret et là toute la famille était consignée dedans. C'est-à-dire que si vous voulez, pour faire très court, pour la première fois ce courant de pensée ne considère plus l'ouvrier seul devant son métier, mais c'est l'ensemble de la famille qui est pris en compte. Et d'ailleurs, le fameux Léon Harmel, non seulement c'est lui qui invente le concept d'école ménagère, mais c'est lui qui invente pour la première fois, fidèle aux idées de Leplay, un sursalaire familial. Il est celui qui, d'une certaine manière, va être à l'origine des allocations familiales. C'est-à-dire que le premier, il va considérer qu'on ne doit pas prendre en charge que le travail réalisé, mais aussi les besoins de l'ouvrier pour sa famille. Donc, ils sont, je vous dis, pour certains aspects, à l'origine d'avancées sociales. Léon Harmel, d'ailleurs, va vouloir aller trop loin à un moment donné, et les industriels du Nord vont un peu freiner ce qu'ils considéraient comme un petit peu trop progressiste pour l'époque. Je cherche le mot peut-être le plus approprié. Donc voilà. On a dit Albert Demain, on a dit Émile Chesson, voilà les grandes personnalités qui ont concouru au développement de cette pensée, mais qui va d'une certaine manière, paradoxalement, au moment où elle est à son apogée, va un peu arrêter d'elle-même, puisqu'il y aura l'irruption d'un troisième partenaire, si j'ose dire, c'est l'État. Ce qu'on va appeler plus communément par la suite l'État-providence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y aura les grandes lois sociales, l'État va intervenir dans le champ social et va briser cette dualité qui n'existait que comme ça auparavant, c'est-à-dire l'action des industriels en direction de leurs ouvriers. Et tout le développement de la protection sociale qu'on connaît. Alors, puisqu'il nous faut faire vite, on va aborder Godin. Là, on est dans un autre courant de pensée. En fait, on a dit que Godin s'inspirait de Fourier. C'est un fouriérisme un peu édulcoré. Il rejette toute la théorie des passions qui était propre à Fourier. Il est un peu plus pragmatique. Ce qui l'intéresse, c'est plutôt la mise en pratique sur le plan industriel des idées qu'il a prises chez Fourier dans la réalisation du phalanstère. Mais il ne va pas jusqu'au bout de la démarche imaginée par Fourier. Alors c'est pareil, hein, on a cité là tout un certain nombre de personnalités qui ont été extrêmement influentes dans le développement du patronage. De l'autre côté, du côté de ce qu'on a appelé l'association, ou la coopération, ou le coopératisme, on a aussi beaucoup de gens qui ont concouru au développement de ces idées et dont Godin s'est inspiré. Saint-Simon, on en a parlé tout à l'heure, avec son parti industriel. D'ailleurs, il y a des ressemblances entre Saint-Simon et Frédéric Leplay, je dirais sur un plan idéologique, puisque les deux prônent des autorités sociales, des gens jouant un peu un rôle d'élite au sein de tout cela. On a Étienne Cabet. Alors là aussi, on parle de socialisme utopique. Il semblerait d'ailleurs que celui qui ait propagé cette définition, ce soit Engels. Engels, c'est Marx qui voulait dénoncer ce socialisme qu'il considérait comme utopique par rapport au socialisme scientifique. Donc il semblerait que c'est Engels qui ait indiqué que c'est un socialisme utopique, utopie sociale, socialisme utopique. On ne va pas faire de querelle de mots, les deux vocables ont été utilisés. Donc on a Étienne Cabet qui prône une espèce de communisme intégral. On a
Charles Gide, qui va être vraiment la grande figure de la coopération ou du coopératisme, qui a fondé l'école de Nîmes. Ils sont un peu comme Le Play, que ce soit Frédéric Le Play ou que ce soit Charles Gide, ils sont, avec des différences importantes, ils sont à l'origine de l'économie sociale. Ce concept d'économie sociale ou d'économie solidaire et sociale, comme on peut le connaître maintenant, ces deux courants de pensée sont à l'origine, même si c'est à des degrés divers et avec des différences. Donc Charles Gide, qui a fondé l'école de Nîmes, est co-dirigé par Auguste Fabre. Auguste Fabre qui, lui, justement, est venu à Guise et a épaulé Gaudin pour la mise en place du familistère. Donc on a quand même, là vous le voyez, plusieurs personnes importantes, avec un point commun en ce qui concerne les dernières évoquées, c'est que c'est toujours dans le cadre de l'association, avec un grand A, un A majuscule. Quand on lit les documents de Gaudin, entre autres, je vous conseille de lire un ouvrage qui s'appelle Doctrine sociale, assez volumineux, mais dans lequel Gaudin développe la plupart de ses idées. Et on voit bien qu'il a puisé à la fois chez Cabet, chez Saint-Simon, chez Fourier, bref, il y a un bouillonnement, chez Gide, il y a un bouillonnement d'idées. Et je vous dis, ce bouillonnement d'idées, il est de la même époque que celui du patronage, mais avec des différences notoires. Et il y a une figure très importante qui nous relie encore une fois à l'Écosse. Il y a plusieurs clins d'œil qu'on peut faire à l'Écosse. On a évoqué tout à l'heure le fait que l'industrie jutière s'était développée par le fait qu'on avait utilisé le jute pour la première fois à Dundee en Écosse. On a évoqué les thèses libérales d'Adam Smith. Mais là, c'est en l'occurrence Robert Owen. Parce qu'en fait, Gaudin, il s'est aussi beaucoup inspiré d'un industriel écossais qui tenait une filature de coton près de Glasgow, un endroit qu'on appelle le New Lanark, et où on a déjà eu l'occasion, avec des amis, là, de nous y rendre. Et en fait, Robert Owen, alors là c'est tout au début du 19e, c'est celui qui a créé la première coopérative, et même la première école maternelle et école primaire au monde. Donc c'est vraiment là un précurseur. Et Gaudin s'est inspiré aussi de l'entreprise de Robert Owen au New Lanark. D'ailleurs, une parenthèse rapide, on a déjà eu l'occasion, j'ai un ami là dans la salle avec lequel on a organisé une visite il y a maintenant 2 ans, André, hein, et on se propose cette année, on fait notre publicité, dès que nous aurons recueilli un nombre suffisant, de nous rendre de nouveau à la fois sur la ville de Dundee, où pour la première fois on a lancé l'activité jutière, puisqu'il existe un musée du jute là-bas, mais aussi de se rendre au New Lanark, qui est un site fantastique. Hein. C'est vraiment exceptionnel à visiter. Donc voilà, en ce qui concerne Robert Owen. Donc on voit que Gaudin, bien sûr, réfléchit à tout ça. Je faisais allusion au livre important Doctrine sociale, mais il agit aussi, il intervient avec un bouillonnement d'idées sur lesquelles, je vous dis, qu'on a largement évoqué ce soir, des gens comme Saint-Simon, comme Charles Gide, comme Robert Owen, comme Étienne Cabet, etc. Donc c'est des démarches à la même époque, mais avec des différences. Alors, très rapidement, qu'est-ce qui peut distinguer, vous les avez vus là, déjà, les frères Saints dans la vallée de la Nièvre et Gaudin à Guise, par exemple dans l'habitat. Là, vous avez remarqué que le palais social est composé d'appartements et que même Gaudin partageait le même appartement que ses ouvriers. Donc il y a une égalité au niveau du traitement de l'habitat. Alors que chez nous, on a vu tout à l'heure, à travers quelques photos, que la hiérarchie dans l'entreprise était reproduite dans l'habitat, là c'est un habitat égalitaire. Il a souhaité aussi concentrer sur un espace, d'où l'édification du palais social, l'habitat ouvrier. Lui-même refusait ces longs alignements que l'on a en particulier chez nous. Il s'est énormément penché sur la réalisation des cités ouvrières. Et dans Doctrine sociale, il y a un long paragraphe consacré à ça. Il dénonçait entre autres au départ, il dénonce les cités ouvrières de Denain, parce que bien sûr, vous le savez, alors là on appelle plus communément les corons, mais dans les mines,
comme aussi dans les compagnies de chemin de fer, d'ailleurs, ont trouvé cette forme d'habitat. Il dénonce aussi des sites ouvrières. Alors là, c'est en Belgique, c'est dans la région de Mons, c'est le Grand Ornu. Alors c'est pareil, hein, ces industriels qui ont pris un certain nombre d'initiatives dans ce domaine, ils remarquent que c'est quand même des alignements de maisons et il est contre. Le modèle imposé par le Second Empire, le modèle mulhousien, puisque Dollfus va créer dès 1856 des cités qu'on appelle les cités mulhousiennes et qui seront montrées en exemple, particulièrement pendant les expositions universelles que j'ai évoquées tout à l'heure. On va même, à une exposition universelle, reproduire à l'identique, à grandeur réelle, 10 maisons pour montrer ce que les industriels peuvent faire. Et ce sera le modèle souvent qui servira d'exemple pendant le Second Empire. Gaudin dénonce aussi ce modèle-là. Parce qu'en fait, là, il ne s'agit pas d'un long alignement de maisons comme on a vu, c'est plutôt par 4. C'est un ensemble pavillonnaire par 4 maisons, mais lui il considère aussi que ce n'est pas suffisant, que l'air ne circule pas, etc. En fait, quand il construit le palais social, il a réfléchi sur l'air, sur l'eau, c'est tout un dispositif qui a été largement mûri au préalable. Si vous voulez, s'il y avait un exemple en France également qui soit intéressant à étudier, qui se situe à mi-chemin entre Gaudin et les Frères Saints, c'est Meunier à Noisiel. Alors je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous ont déjà eu l'occasion de se rendre à Noisiel, la chocolaterie Meunier, mais là c'est pareil. Meunier à la fois se distingue des Frères Saints par exemple ou des Schneider parce qu'il instaure un patronage qui est plutôt laïque, hein, il est même anticlérical, mais par contre, comme Gaudin, il a une pensée sociale aboutie au XIXe. C'est-à-dire que quand il s'installe à Noisiel, il a déjà réfléchi à l'organisation sociale qu'il va mettre en place. Hôtel pour célibataires, économat, école, logement, voilà. Tandis que chez nous, c'est vraiment par époque. Quand je dis chez nous, la vallée de la Nièvre. En fait, les premières œuvres sociales, pour reprendre leur terminologie, ce sont les logements aux ouvriers, dès les années 1870. Même un petit peu avant ce qui concerne Saint-Ouen. Pourquoi? Pour une raison simple, et que Gaudin dénonce. À Denain, comme au Grand Ornu, il aurait pu dénoncer chez nous, puisque ça se situe à la même époque et c'est également en Picardie. D'ailleurs, je trouve toujours le cas de figure intéressant, et je dis souvent que la Picardie, ne serait-ce que par le fait que le familistère est quelque chose d'unique, nous sommes la seule région de France à avoir à 100 km de distance 2 exemples d'intervention sociale industrielle que l'on peut mettre en perspective. C'était un peu l'objet de cette rencontre, bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas beaucoup développer parce qu'une heure, c'est court, et je suis même certain qu'on va un petit peu déborder, mais ça nous donne la possibilité, de visu, quand on se rend sur les lieux, de voir des cas de figure différents, sinon quelquefois, sur certains aspects, antinomiques. Donc, je disais, Gaudin a dénoncé ces formes d'alignement de maisons, et il a dénoncé le fait surtout qu'il lui a pas échappé que les industriels avaient rapidement construit des maisons, et puis comme ça, hein, sans souci vraiment de soucis architecturaux. Par exemple, Gaudin dénonce le geste architectural, si j'ose dire. C'est pour ça qu'il va largement mûrir sa conception du palais social. C'est qu'il dit, en fait, c'est pour stabiliser la main-d'œuvre. S'ils réalisent des logements ouvriers, c'est qu'ils ont besoin d'avoir à proximité de la fabrique une population qui soit un réservoir de main-d'œuvre. Et oui, on est passé d'un monde de vie rural à un monde de vie industriel. De surcroît, comme les gens sont payés à la tâche et non pas un salaire mensuel comme on peut connaître à notre époque, il peut y avoir la velléité de partir chez la concurrence, ou alors, comme ce sont d'anciens journaliers ouvriers agricoles, d'aller travailler l'été aux moissons, par exemple. Donc, pour se garder un réservoir de main-d'œuvre à proximité, on a besoin rapidement de créer des logements ouvriers. C'est vrai que, par ailleurs, il faut être objectif, le souci, c'était de ne pas laisser les ouvriers en proie, si j'ose dire, hein, avec des guillemets, aux logeurs qui pouvaient abuser de la situation, comme les commerçants qui ont pu aussi, à un moment donné, en abuser, vu les arrivées massives de population, d'où l'initiative que les ouvriers ont pris en premier de création de coopératives et que les Frères Saints
ont repris après, un peu plus tard, en 1910. C'est pour montrer justement que chez nous, c'est par époque. On a une première époque de création de logements ouvriers, et un peu plus tard d'écoles. En 1910, on crée des coopératives, on a vu tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'en 1910, on interdit les économas d'usines. Une loi interdit que les marchandises soient vendues au sein des usines. On pouvait y vendre la viande, le pain, le charbon, c'est formellement interdit. Donc, il va falloir, à ce moment-là, avoir des magasins distincts avec leur propre conseil d'administration. Et comme les ouvriers, je parle de la vallée de la Nièvre, avaient pris eux-mêmes quelques années avant, après 1900, l'initiative, à partir de 1904, en créant, par exemple, le foyer de la ménagère à Saint-Léger-les-Domards, ou le foyer du peuple à Saint-Ouen, ou l'harmonie des travailleurs à Flixecourt, ils avaient créé leur propre coopérative ouvrière. Et en cela, ils avaient été appuyés par une fédération coopérative que vous avez certainement connue, en tout cas pour les plus anciens, qui s'appelait l'Union, l'Union Coop. Donc, appuyé par cette puissante fédération, puisque le mouvement coopératif s'institutionnalise, si je peux dire, dès 1895, il y a une bourse des coopératives dès 1895, donc appuyé par cette puissante fédération, les coopératives ouvrières vont se répandre dans la vallée. Et donc les frères Saints vont profiter de la loi de 1910, qui leur interdit les écomas d'usine, pour reprendre un peu la main. Et donc dans chaque village, on aura une coopérative ouvrière et une coopérative patronale. De la même manière, de 1930 à 1940, ils vont recréer tout un cycle d'œuvres sociales à travers des crèches, à travers des équipements sportifs, à travers des subventions qui sont faites aux harmonies municipales ou au sport, ce qui faisait toujours dire aux anciens, on naissait saint frère, on mourait saint frère, le sentiment que toute sa vie était régulée, y compris au-delà de l'activité professionnelle par l'entreprise, colonies de vacances, etc. On a vu ça tout à l'heure. Et l'explication quand même qui légitime le plus cette nouvelle vague d'œuvres sociales, c'est qu'en 1930, il y a eu un affrontement très fort entre les ouvriers de la vallée de la Nièvre et les directions d'entreprise, à cause de la loi sur les assurances sociales, ou du moins son décret d'application. La loi datait de 1928 et en 1930, un décret d'application stipule que les ouvriers doivent cotiser à parité avec les industriels pour financer les assurances sociales. Les ouvriers, considérant que c'est une ponction sur un salaire déjà modeste, vont demander une augmentation de salaire. Et pas que chez Saint-Frère, un peu partout dans le département d'ailleurs. Et chez Saint-Frère, les directions ne céderont jamais d'un pouce, hein, si j'ose dire. Et c'est un mouvement qui va être très dur, qui va durer 3 semaines, et au bout duquel d'ailleurs les ouvriers n'obtiendront aucune augmentation. Mais dans les années qui suivront, alors il y a une concordance au niveau des dates qui est troublante. On peut quand même supposer que cette nouvelle création d'œuvres sociales concentrée sur 10 ans, juste après cet affrontement, ait eu pour raison de démontrer que l'industriel avait quand même le sens de l'amélioration des conditions de vie des personnes. En tout cas, en ce qui concerne Godin, lui, sa pensée était quand même suffisamment réfléchie dès le 19e. On n'a pas là des séquences qui montrent qu'on est du départ d'un patronage de nécessité, un patronage sur la défensive. On a, mais comme d'une certaine manière chez Meunier à Noisiel, on a quand même des gens qui ont réfléchi à une organisation sociale propre à créer les conditions d'un mieux vivre pour les ouvriers. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, hein, l'élément le plus déterminant sera quand même en 1880 le fait qu'il va créer une société du familistère dans laquelle les ouvriers seront actionnaires. Alors, il y a quand même des ressemblances, il y a aussi des différences. On en a vu une là, assez significative au niveau de l'habitat, puisque là, on n'a pas un habitat différent en fonction de la hiérarchie. Maintenant, au niveau de la lisibilité, bon, je vous conseille de lire 2 ouvrages. Si vous vous intéressez, je vais essayer de terminer, hein, et vous voulez voir que les grands écrivains au 19e se sont saisis de cette question sociale pour écrire des ouvrages, des romans, il y a un ouvrage
qui nous touche de près, c'est le roman En famille d'Hector Malot. Donc Hector Malot a voulu faire le pendant de Sans famille, et de surcroît, parlant des filatures de la vallée de la Nièvre, ça fait de lui le seul roman, ou du roman, le seul roman d'un grand auteur français qui parle des filatures de la vallée de la Nièvre. Bon, là, c'est une histoire tout à fait romanesque, mais on aborde, particulièrement à la fin de ce roman, la question sociale, à travers la pression que fait l'héroïne auprès de l'industriel qui se révèle être son grand-père pour faire des logements, des crèches, etc. Mais il y a un ouvrage que j'ai pu lire dernièrement grâce à Daniel, hein, qui est là ce soir, et qui est vraiment, alors là, j'espère qu'on le trouve facilement, toi tu me l'as prêté, mais alors, si vous voulez vraiment lire un ouvrage qui relate bien cette utopie sociale et ce qui a pu être concrétisé chez Gaudin-Guise, c'est un ouvrage qui s'appelle Travail, d'Émile Zola. Ça fait partie, est-ce qu'on peut dire un cycle, Daniel, hein, les 4 évangiles, il y a fécondité, travail, vérité, justice. Bon, d'ailleurs, le 4e, il n'a pas pu être écrit. Mais alors, Travail, c'est vraiment fabuleux à lire. Vraiment fabuleux. On voit bien là comment un ingénieur, alors c'est pareil, hein, il y a la grande figure du savant au 19e, hein, dont on considère que le progrès avec un grand P va résoudre beaucoup de problèmes. Là, je n'ai pas le temps de vous raconter ne serait-ce que un petit peu la trame de ce roman, mais c'est vraiment un roman fabuleux. Et il a pour mérite au moins de montrer toutes les idées qui, à l'époque, se renvoyaient les unes aux autres. À un moment donné, on voit des débats entre un contremaître qui prône plutôt le collectivisme. Hein. Il est très réticent par rapport à cet ingénieur qui va être l'apôtre d'une certaine manière, parce que c'est très messianique, hein, tout cela, qui va être l'apôtre de cette utopie sociale. Et le contremaître, il est vraiment extrêmement réservé. Par la suite, il va complètement l'accompagner dans sa démarche, mais pour lui, il n'y a une réponse que par l'État, c'est-à-dire voilà, de prendre possession de tous les moyens de production. Il y a l'anarchiste, il y a les débats entre le prêtre et l'instituteur laïque. Quand il écrit ce roman, c'est en 1901, on est en plein moment de cette ébullition hein, que vous connaissez. Hein. Donc c'est vraiment un roman fabuleux. À peu près 400 pages, hein, mais vraiment, si vous avez déjà visité le familistère Gaudin de Guise et si vous avez envie d'en savoir un peu plus, vraiment lisez ce roman, il est fabuleux, parce que là, on va au bout de l'utopie. Pas comme chez Gaudin. Dans ce roman, on va jusqu'au bout. C'est-à-dire que là, on passe de l'utopie au collectivisme, puis à l'anarchisme. Enfin, à un moment donné, c'est vraiment la société idéale, quoi. Puisque les ouvriers vont travailler 3-4 heures par jour, ils vont choisir eux-mêmes ce qu'ils vont faire, il n'y a plus de monnaie, il n'y a plus d'argent, voilà, c'est l'abondance. Bon, c'est vraiment l'utopie. L'utopie, très rapidement, on sait quand même que l'utopie, c'est Thomas More, ou Morus, hein, dès le XVIe siècle. Hein. On sait aussi que c'est Étienne Cabet avec Icari. Bon, il y a tous ces rêves d'une cité ou d'une société idéale. Qu'est-ce qu'on peut encore montrer un peu comme différence? Moi, quand même, il y en a une qui me frappe toujours. Là, on est dans la subjectivité, mais le palais social, on connaît la philosophie qui sous-tend la réalisation et le geste architectural qui a été voulu. Tout à l'heure, quelqu'un a dit, ça fait penser un peu à Versailles, etc. Bon, mais ceci dit, ces rues-galeries, parce qu'on voulait provoquer, en faisant ça sur un espace plus limité qu'une cité ouvrière comme nous on connaît, on voulait qu'on provoque plus de fraternité et de solidarité entre les ouvriers, éclairer le jour, éclairer la nuit, sollicitant l'autocontrôle. Hein, chaque sociétaire se contrôle finalement. Hein. Je trouve qu'il y a quelque chose quand même. D'ailleurs, même Zola, à la fin, il se pose des questions. Hein, il dit est-ce que l'ouvrier est vraiment heureux, quoi, hein? Et il se pose la question. Tout ça, oui, mais est-ce que l'ouvrier est vraiment heureux? Parce qu'il y a une espèce de Big Brother,
hein, au sein du palais social où tout se voit, quoi. Où tout se voit. Bon, il a eu le mérite de trouver des ingéniosités, comme pour l'eau, par exemple. Hein. L'eau chaude qui vient des usines et qui va servir à la buanderie, pour éviter qu'on lave le linge au sein des appartements, qui provoque l'humidité. Donc il y a des espaces collectifs, et ça, dans le roman Travail, ben, c'est bien ce qui est défini. Hein. Il y a à la fois des maisons pour les ouvriers. Alors dans le roman, c'est vraiment les petites maisons, hein, chacun sa petite maison individuelle, mais il y a des espaces collectifs. Et là, c'est un peu ce que Gaudin souhaitait faire, la buanderie, la piscine, hein, piscine qui est d'ailleurs modulable, et en fonction de l'âge et de la grandeur, on peut quand même aller se baigner, et tout ça avec l'eau chaude des usines. Bon, c'est très ingénieux, hein. La circulation de l'air, les trappes pour mettre les détritus, etc. Bon, c'est vraiment, c'est les prémices d'un habitat collectif, hein, tel qu'on a pu le connaître et dont certains se sont inspirés très largement. Hein. Qu'est-ce qu'on peut montrer encore comme différence? Il y a un aspect quand même qui les rassemble. Outre le fait, je vous dis, qu'ils se situent les uns les autres entre le libéralisme et les idées révolutionnaires, comme il disait, ce qui les rassemble, c'est que c'est aussi la religion. Chez Gaudin, on pourrait presque dire une religiosité. Hein, c'est très déiste, c'est très messianique. Hein. En fait, comme Cabet, ils veulent revenir à la source, aux évangiles. Donc, ils ne condamnent pas la religion. Il n'y aura pas d'église l'après du Familistère. Il privilégie plutôt un théâtre. Mais la religion est importante. Il n'est pas, contrairement à Meunier, anticlérical. Et chez lui, j'ose presque dire que c'est plus de l'ordre presque de la religiosité. Lui-même, il va, à un moment donné, partir vers le spiritisme, hein, etc. Bon, tout ça, c'est quand même extrêmement important. Voilà. Je me rends compte à l'instant que j'avais une foule de choses à vous dire et que vous auriez peut-être eu légitimement à quelques-uns, parce que là, le temps, il est trop court. Est-ce qu'il y avait une ou deux questions particulières par rapport à ça?